toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Monaco Tech, l'incubateur de start-up, est en phase de recrutement. Nous avons suivi la sélection des projets. Un atelier préparatoire sur le 3e forum méditerranéen de l'eau se tenait cette semaine en Principauté. Nous nous sommes rendus sur le chantier du nouveau centre botanique de Monaco. Nous vous présenterons ces nouvelles serres à quelques semaines de la fin des travaux. Et nous refermerons ce journal avec la présentation d'une traversée solidaire entre la Corse et Monaco qui aura lieu au mois de septembre. Nous vous en dirons plus dans cette édition. Au mois d'avril était officiellement annoncé le lancement de Monaco Tech. Le gouvernement a souhaité créer en Principauté un incubateur de start-up. L'heure est aujourd'hui à la sélection des projets qui pourront l'intégrer. Le reportage de Patricia Navarro. À l'automne prochain, l'incubateur de start-up Monaco Tech ouvrira ses portes dans le quartier de Fontvieille. Cette entité, voulue par le gouvernement pour favoriser l'émergence et le développement de projets dans le domaine de l'innovation basé à Monaco, fait rêver plus d'un créateur d'entreprise. Aujourd'hui, l'innovation est un secteur clé de croissance, c'est le plus important dans le monde. Et on voit qu'en France, Xavier Niel a inauguré son premier et plus grand incubateur de France et d'Europe. Et on ne pouvait pas rester en arrière à Monaco, avec Monaco Tech qui nous permet aujourd'hui d'héberger jusqu'à 80 personnes, et sans doute plus avec une extension possible. C'est la croissance de demain qu'il fallait mettre en route. Dans le jury de sélection de Monaco Tech figurent des investisseurs, des créateurs de start-up, des représentants de grands groupes tels que LVMH. Chaque dossier a été présenté pendant une vingtaine de minutes avant des délibérations qui auront donné lieu à des débats constructifs. C'est d'abord une connaissance du monde de l'entreprise, même plus du côté entrepreneurial plutôt que du côté corporate, soit du côté investissement, soit du côté cofondateur de start-up ayant réussi. Voilà, c'est comme ça que nous les avons choisis. 67 candidats ont postulé et 10 d'entre eux ont été auditionnés par le jury de sélection. Pour moi, le point principal, ça reste l'équipe sur des projets qui sont assez jeunes dans leur vie. Si on a une équipe crédible et à la fois qui se pose les bonnes questions, qui a un minimum d'humilité pour se remettre en question et pour être capable de voir les opportunités, ça met en confiance, tout en étant expert sur son sujet. Donc ça, c'est le premier critère que moi j'ai regardé, et je pense que les autres ont regardé aussi. Ensuite, il y a un aspect innovation, évidemment, parce qu'on a envie, je pense, dans un endroit comme ici, d'avoir des sociétés qui sont amenées à faire des nouvelles choses. Donc ça, c'est clairement un deuxième aspect. Et je pense que le troisième, c'est un aspect crédibilité business, disons. On a vu quelques projets qui étaient plus avancés que d'autres et donc qui ont mis le jury en confiance. Et finalement, c'est bien d'en avoir quelques-uns parmi les projets qui vont rejoindre l'incubateur, je pense, parce que c'est aussi eux qui vont potentiellement être moteurs par rapport à des boîtes un peu moins mûres au niveau business. Sur les 10 projets présentés devant le jury, 5 au moins devraient être retenus. Un deuxième appel à candidature sera ouvert d'ici la fin du mois de juillet pour de nouvelles auditions en septembre. À terme, l'incubateur de start-up Monaco Tech pourra accueillir une vingtaine d'entreprises. C'est en 2018 à Brasilia que se déroulera le 8e Forum mondial de l'eau, un événement auquel prendra part la Principauté ainsi que de nombreux pays méditerranéens. C'est justement en ce sens que des acteurs du bassin se sont réunis mardi au Novotel afin de préparer le 3e Forum méditerranéen de l'eau. Le reportage d'Émilie Rousseau. La problématique de l'eau en Méditerranée représente un véritable enjeu géopolitique. Les difficultés liées à son utilisation sont nombreuses, telles que les conflits autour des ressources communes ou les problèmes d'hygiène et d'approvisionnement. Régulièrement, les pays du bassin se rassemblent pour aborder les problématiques de cette région méditerranéenne, un carrefour de 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Ils sont caractéristiques géoclimatiques surtout, culturelles, historiques. Nous avons une connaissance de la gestion de l'eau et de savoir-faire sur toute la technologie de l'eau millénaire. Nous avons une culture basée sur les contrôles de l'eau, parce que l'eau c'est un peu la vie, comme on dit, et c'est fondamental pour l'agriculture, pour trouver les ressources pour vivre, pour la santé, pour l'énergie. C'est pour ça que l'eau c'est un peu le centre de la vie, de la culture de la Méditerranée.
Depuis plusieurs années, une coopération est née entre tous les pays de la région méditerranéenne et depuis 2001, la communauté a amorcé une synergie efficace en vue de consolider les échanges et le partage d'expériences en créant le Forum méditerranéen de l'eau. Les acteurs du bassin se sont d'ailleurs réunis en principauté pour préparer au mieux ce rendez-vous qui aura lieu à la fin de l'année à Alger. Climat, pollution, développement, plusieurs thèmes ont été abordés lors de cette journée de travail. Je crois qu'il y a des problèmes de gestion de la demande en eau qui sont considérables. Il y a des problèmes de changement, d'orientation un peu dans l'appréhension des problématiques de l'eau. Il y a un bon exemple qui est celui du changement climatique, où on est résolu maintenant, en tout cas très largement en Europe. Il faut encore faire passer les messages du côté de la rive sud, mais en Europe très largement, à s'engager dans une véritable transition énergétique. Et donc il y a une transition sans doute à avoir du côté du regard qui est porté sur l'eau. Il faut être tout à la fois plus efficace, plus économe, avoir des outils de gestion qui soient plus appropriés. Tout ça, c'est des choses qui peuvent se développer, qui nécessitent une certaine volonté politique et sans doute pas mal de remises en cause, au moins sur certains territoires. Vous l'aurez compris, un certain nombre de thématiques aura été au programme de cet atelier préparatoire du Forum méditerranéen de l'eau, un événement qui devrait permettre aux différentes parties prenantes de porter haut la voix d'une région au prochain Forum mondial de l'eau qui aura lieu au Brésil en 2018. Depuis les années 60, elle surplombe l'entrée ouest de la principauté. Les serres de Monaco sont désormais déplacées à quelques mètres de là, sur l'emplacement de l'ancien parcours Vita. Nous sommes allés visiter leur nouvelle demeure à quelques semaines de la fin du chantier. Reportage. Elles ont toutes trouvé leur nouvel emplacement, une vue imprenable sur la principauté et la Méditerranée. Les 10 500 plantes succulentes qui composent le centre botanique du jardin exotique sont arrivées à bon port. Ils étaient une dizaine à travailler sur ce déménagement hors norme depuis le mois de janvier. D'ici la fin du mois de juillet, les serres seront de nouveau au complet. Déplacer un centre botanique dans l'histoire des jardins, c'est une première. Donc il a fallu inventer tout et plein de choses. Donc c'était passionnant. Voilà, et avec un objectif principal, c'est de sauver un maximum de plantes, qu'on perde pas trop de plantes. Ce qu'on a réussi à faire, donc c'est ce qu'on est le plus content de ça, c'est d'avoir pu sauver un maximum d'eau. Maintenant, maintenant que les plantes sont plantées, ces tuteurs-là ont un rôle de les maintenir. En attendant que le système racinaire qui a souffert pendant le déménagement puisse se rétablir et que la plante puisse tenir d'elle-même. Donc on va les laisser un petit peu, on voit, c'est pas très gai, c'est pas très joli, mais d'ici une année, on va enlever petit à petit tous ces tuteurs. 3 étages pour accueillir ces différents cactés et autres plantes succulentes. Rappelons que l'un des objectifs du centre botanique est d'assurer la protection et la conservation de certains végétaux rares et menacés. Les serres et abris s'étalent à présent sur un espace de plus de 2000 m². La plus grande avoisine les 13 mètres de hauteur de plafond. Lors de ce déménagement, elles ont été repensées de manière thématique. On pense vraiment que le redémarrage de cette végétation va se faire dans de bonnes conditions dans cette serre. Vous pouvez en juger vous-même, c'est une serre qui est magnifique, qui est très grande. Pouvoir ouvrir une telle serre aux visites du public, c'est vraiment une perspective extrêmement intéressante pour le jardin exotique. C'est une ouverture nouvelle, une nouvelle façon de montrer les différentes facettes du jardin, ses différentes fonctions. Les serres qui étaient jusqu'à présent visitées par le grand public exceptionnellement seront désormais accessibles à tous. Une promenade a ainsi été créée au niveau intermédiaire, reliant l'immeuble Angelin et le futur parking de dissuasion. La totalité de l'installation est traversée par un cheminement qui sera public, ouvert en journée. Donc les visiteurs, le public aura la possibilité de voir ces plantes à travers les vitres ou même
directement, puisque un certain nombre de structures sont des abris qui ne sont pas vitrés sur les côtés. Une visite guidée à l'intérieur des serres sera également disponible à partir de septembre 2018 pour les visiteurs du jardin exotique. Coup de projecteur à présent sur un événement à la fois sportif et solidaire. Il s'agit d'une traversée à la nage entre l'île de Beauté et la Principauté, organisée par la Fondation François-Xavier Morat en septembre. Sandrine Nègre a pu rencontrer à ce sujet Frédéric Morat et le nageur Romain Barnier. C'était il y a quelques semaines à l'occasion du Waterbike Challenge. On les écoute. L'événement majeur, c'est le 1er, 2, 3 septembre, avant le premier colloque scientifique de la Fondation, donc la Fondation François-Xavier Morat, qui est notre fondation en Principauté de Monaco, qui lutte pour développer des programmes scientifiques dans le cadre du cancer. Et par rapport à ça, on a cette première traversée, 147 km, un relais humain, comme une colonne vertébrale très pure, je dirais, mais entre la Corse et la Principauté de Monaco. Donc un gros exercice aussi, et 9 athlètes avec moi-même sur les 10 derniers kilomètres pour sensibiliser à l'international la cause pour le cancer et montrer qu'au travers du sport, on lutte et on mobilise aisément mais sérieusement les gens dans le cadre de l'évolution de cette maladie. On ne peut pas que bachoter le dernier jour avant l'examen parce que ça se prépare depuis plus longtemps. Mais pareil, je sais que porté par l'événement, même si à la fin j'ai pas complètement le niveau, j'essaierai de faire comme aujourd'hui, c'est-à-dire que je ferai un petit peu plus parce que c'est des moments pour un être humain exceptionnel de pouvoir aider. En fait, finalement, je crois je me pose la question avec beaucoup d'autres entraîneurs français, gagner oui, mais gagner pour quoi faire ? C'est pour ça en fait, c'est pour avoir la chance de pouvoir contribuer à un moment ou à un autre à des choses qui sont bien plus importantes que le sport, même si le sport en lui-même est quelque chose d'exceptionnel. Mais le sport de très haut niveau, c'est souvent pour l'athlète, c'est souvent pour lui, pour son besoin de reconnaissance, et puis derrière on peut en faire quelque chose de très beau. Donc cette chance-là qui nous était offerte aujourd'hui, qui nous est offerte aussi en septembre, voilà, il faut les saisir parce que ça nous donne une utilité et ça nous rend heureux, et si ça peut apporter des choses aux gens, c'est exceptionnel. Et un mot de félicitations pour l'ensemble des collégiens et lycéens de la Principauté. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'édition 2017 des examens de fin d'année est une nouvelle fois une réussite pour les élèves monégasques. Après les épreuves du second groupe, le taux global de réussite au baccalauréat, toutes séries confondues, est de 98,6% avec 316 mentions, dont 76 mentions très bien. Un taux également remarquable pour les baccalauréats professionnels avec 97,9% de réussite. Du côté des collégiens de la Principauté, ils ont eux aussi réalisé de belles prestations au diplôme national du brevet. 100% des élèves du collège François d'Assise Nicolas Barré passeront au lycée avec leur brevet en poche. Ils ont obtenu 102 mentions pour 114 candidats. Au collège Charles III, ils ont tout de même obtenu 257 mentions pour 280 candidats, avec également un excellent taux de réussite de 98,9%. Ils peuvent à présent profiter pleinement des grandes vacances et faire le plein d'énergie avant leur nouvelle rentrée scolaire en septembre. Voici pour l'essentiel de l'actualité en Principauté. Je vous propose de regarder les prévisions météo de ces prochains jours. Jeudi, maintien d'un temps sec et ensoleillé. Il fera 25 degrés au lever du jour et jusqu'à 30 degrés dans l'après-midi. La température de l'eau sera très agréable avec 25 degrés d'affiché au thermomètre. Pour les jours suivants, le soleil sera encore bien au rendez-vous avec un ciel de plein été. Les températures oscillant entre 24 et 30 degrés. La température de l'eau sera idéale avec 26 degrés d'annoncé pour le début de la semaine prochaine. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Je vous dis quant à moi à très bientôt sur Monaco Info.